I had a friend named John Cole who was blonde and had hair down to his shoulders and had blue eyes and looked like, you know, America's vision of the perfect guy. But he was all tore up inside because of things that happened in his life. And he was curious like Stretch. And I was all tore up inside at the time that we met. And we met and he had money and I didn't. And he put me through high school. That's how I got through the School of Performing Arts. He snuck me up to his house so his parents didn't see. I spent the night there and we went to school. I dressed in his clothes and because it was fun for him to not have. And it was fun for me to have. You know what I mean? It was fun for him to hear rap music blaring out the speakers, and it was fun. It was fun for me to show it to him. It was fun for me to hear Sting and to hear like that the Beatles had put things on the end of their records, and to know all of these like historic things about music that I never knew, that I would never have known had we not crossed paths. That has really defined who I am as an artist today and the diversity that I can choose from today, and what I would play in my car today and what would make me stand out is from that union. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcerer et aujourd'hui un nouveau sujet sur toujours le gars que vous voyez sur votre écran. Je pense pas qu'on a grand chose à dire sur le mec, vous connaissez déjà de qui je parle. Aujourd'hui je vais me focaliser uniquement, un peu ça va pas être dans le sujet, je vais me focaliser uniquement sur les influences musicales, les influences tout court qui a un peu chaperonné un peu l'artiste et le personnage qu'il allait devenir un peu. Parce que, comme je l'ai dit, vous avez vu un peu mon intro, je l'ai fait avec cette interview que je vous avais déjà mis dans mon live et j'ai été fasciné par les influences musicales et autres. D'ailleurs, même je dois vous l'avouer, comme elle apparaît un peu sur votre écran, que c'est par ces influences musicales là que j'ai pris intérêt un peu sur le personnage et que je me suis dit ok, c'est un bon moment de m'intéresser au personnage là. Et parmi les influences musicales qui sont les plus marquantes, la première est d'abord celle de Prince. Prince est un artiste qui a énormément chaperonné je dirais pas forcément la vision musicale, on va dire un peu chaperonné quand tu vois même cette anecdote de sa cousine avec qui il disait que quand ils étaient jeunes, ils faisaient une sorte de concours un peu, je ne sais pas si c'était des concours un peu d'école ou concours dans le quartier, je ne sais pas, ou dans les plusieurs quartiers qu'ils faisaient, et ils interprétaient les chansons du Prince et de Revolution, et lui il insistait dans celui qui trouvait même ces mini c'était pas des télécrochets, mais comment dire le mot, ces mini concours un peu de jeunes garçons, jeunes gars et tout. Et avec ses cousins jouaient le Revolution et lui il aimait jouer Prince. D'ailleurs même il y a une anecdote où la fille disait pourquoi tu veux toujours jouer Prince, il dit ah c'est moi qui me bats pour décoder tous ces trucs là, si vous voulez pas que je sois Prince, voilà, donc c'est lui. Déjà son amour pour Prince c'était évident, et aussi on peut le remarquer déjà dans le son qui était dans Machiavelli, le son qui était dans son dernier album. Bon, techniquement le dernier album qu'il a conçu, c'est même des théories donc Illuminati, le son To Live and Die in LA. Vraiment nettoie, ça les médias. Et le son, le sample utilisé est un sample de Prince, ce qui est généralement le sample de la chanson Do It Baby, qui est ce truc dont l'influence de Prince, et c'est pas le seul son de Prince qu'il a samplé, il y en a d'autres. Prince est l'artiste majeur important un peu de Tupac. Et aussi, on va parler aussi de Don McLean. Je vais répéter ce nom-là tout le temps. Don McLean, c'est aussi très grande influence. Don McLean, moi, je n'ai que suivi son deuxième album, même pas le premier ou le deuxième album, American Pie, qui est son album, je pense, un peu le plus de succès, je peux me tromper. Fabuleux album de folk. Et le son Vincent est un son important un peu de sa
de sa vie. C'est un son qui l'a marqué parce qu'il se voyait comme Vincent Van Gogh, et surtout aussi, comme je l'ai déjà dit, c'est le dernier son qu'il a écouté avant de mourir. C'est-à-dire que sa copine de l'époque, qu'il a Jones, il faisait écouter Vincent dans son lit d'hôpital, c'était son son. C'est pour ça que ça apparaît même dans le documentaire de Allen Hughes. C'est pour ça que ça apparaît dans son documentaire, hein. Parce que Vincent, sa mère insistait pour que ce son-là soit passé, parce que ça rendait le son le plus important de sa vie. Et qu'est-ce que je voulais dire par là? Kate Bush aussi a été important, et Sinéad O'Connor a été important. Kate Bush et Sinéad O'Connor, comme je l'avais déjà expliqué sur le sujet, sa façon, sa magnifique, son magnifique talent d'écrire sur les perspectives féminines comme ça. C'est justement parce qu'il a étudié Kate Bush et Sinéad O'Connor. Quand vous étudiez un peu la discographie de Sinéad, Kate Bush et Sinéad O'Connor, Kate Bush a une façon de savoir mettre en avant la vulnérabilité féminine dans son écriture. Sinéad O'Connor, elle a une vulnérabilité fixée à poésie une écriture très révolutionnaire. Sinéad O'Connor, c'est très révolutionnaire l'écriture de Sinéad O'Connor, qui est assez vulnérable et révolutionnaire. Donc ça concorde complètement aussi au style de Tupac que vous avez là, capable de faire d'introspection, capable de montrer beaucoup de vulnérabilité, capable de montrer aussi beaucoup de trucs révolutionnaires. Alors c'est ça qui est impactant beaucoup dans sa musique. Et comme je l'ai dit, aussi son ami John Cole, comme je l'avais montré un peu dans la plupart des sujets que j'ai parlé là, John Cole est l'ami d'enfance qui m'a ouvert les portes un peu de ce genre musical. Comme vous l'avez vu dans l'introduction, c'est lui qui l'a ouvert un peu tous ces ouvertures musicales. Oui, parce que comme je l'ai répété déjà dans le sujet, c'était un trio avec Jada Pinkett, ils étaient tous les trois ensemble, c'était tout le temps collés ensemble. Jada Pinkett sortait avec John Cole, mais j'avais l'impression aussi qu'il y avait une sorte de triangle amoureux qui ne se disait pas aussi. C'est un peu ça aussi que, parce qu'il y a ce que les gens te disent, il y a ce que les gens t'écrivent, et il y a ce qui n'est pas dit, qui est un peu plus personnel par les gens que tu peux interpréter. Parce qu'il y a ce que il y a comment les gens te racontent, et il y a aussi l'interprétation que tu peux avoir de ceux qui te racontent, parce qu'au final les gens ne t'interprètent qu'au point de leur point de vue, comme je l'ai vu dans le YouTube de Jada Pinkett et son niveau early. Mais quand tu checkes un peu aussi, tu regardes les interviews, surtout le truc de la biographie autorisée de Tupac Shakur, qui avait été vu par Stacy Robinson et qui avait été un peu aussi qui avait dans la sœur de la grande sœur de Tupac avait sorti des informations. Je parle de Sekiwa. Elle disait Tupac était tout le temps, Tupac et John Cole étaient tout le temps dans la maison. Tupac et John Cole venaient toujours à la maison et ils n'avaient que Jada Pinkett dans leur Jada Pinkett, et que Jada Pinkett était même sur le mur de la chambre de Tupac avec les posters des autres artistes et des trucs. Elle montrait même que comment ses goûts musicaux changeaient. Bon, bref, tellement de choses par rapport à ça. aussi ce qui me parle beaucoup, je sais pas si c'est bon, ce que j'ai envie de dire, c'est que vraiment quand tu analyses les tu apprends à regarder vraiment sa discographie, je me suis rendu compte que en fait toi tu n'écris pas comme un rappeur. Tu fais de la poésie révolutionnaire et en fait aussi de la poésie d'introspection. C'est pour ça que ton style a un peu impacté le hip-hop comme ça, parce que ça sortait des cadres du hip-hop en fait. Même si il a des influences hip-hop très fortes aussi. LL Cool J a été une influence un peu de hip-hop, comme vous pouvez voir dans le livre qu'il a pris. KRS-One a été aussi important pour Tupac et Public Enemy aussi. Pour Public Enemy aussi. Super important dans le truc. Maintenant, outre les influences musicales, on peut parler aussi des influences des bouquins, des influences un peu aussi
des personnages un peu historiques, un peu révolutionnaires. Je veux parler dans sa capacité vocale d'un peu d'avoir une voix qui commande comme ça. Il a été très marqué par les révolutionnaires noirs qu'on connaît, Huey Newton, Stephen Michael, Malcolm X, etc., parce que quand il parle aussi, comme c'est révolutionnaire, d'ailleurs il y a cette vidéo là géniale de Chuck G. décortique vraiment comment sa voix est impactée par, influencée par les leaders révolutionnaires noirs. He's just spelling his name, but the flow, vicious. Pac, on the other hand, I think Tupac pulled from Martin Luther King, Malcolm X. I don't know when it is that we're gonna make it to the mountaintop, but one day all the children will be able to play together. All the children, it's like pouring those words out because you mean it, and that's why, you know, I never had a father figure, but I was raised by the thugs and the drug dealers. That's why I love niggas. That singing that Pac was doing in it. C'est ça. C'est vraiment parmi les trucs les plus importants de la carrière. Je pense que c'était un peu tout que j'avais à dire sur ça. Je sais pas si je pourrais encore développer plus dans ma tête. Je pense que j'ai fait le tour un peu de ce que je voulais dire dans les aspects du personnage un peu que je trouve qu'on ne parle pas assez, en tout cas pour moi. Que même ceux qui se prétendent fans de Tupac ne discutent pas assez. C'est pas pour rien que je mets cette photo là, parce que pour moi la photo là représente parfaitement quel est le personnage. C'est-à-dire que quand les gens parlent de Tupac, les uns essaient toujours de montrer Thug Life et tout. Moi, quand j'ai fait même mon sujet, le premier sujet que j'ai fait sur lui, c'est cette photo là que j'ai choisi. C'est pas pour rien que j'ai choisi cette photo là. Je fais pas les choses au hasard. Si je veux que les gens voient une autre image du personnage, mais qui s'intéresse beaucoup plus à l'enfant qu'on voit sur cette photo là, que le Thug Life et autres et tout là-bas, et tout, parce que c'est ça qui est important, c'est ça qui fait qu'il soit légendaire, c'est ça qui fait qu'il soit parlé. Mais on prend l'entièreté, les qualités, les défauts un peu des individus, mais c'est surtout ça, cet aspect du personnage qui fait qu'il soit encore parlé aujourd'hui, qu'on fait des musées, que sa musique est étudiée, que son parcours est étudié, que son truc est étudié. Ce n'est pas juste le truc des thugs. Je pense moi que certaines générations ont mal compris un peu la vision du personnage. Je pense aussi qu'il s'est fourvoyé aussi dans l'image qu'il a envoyée à un moment donné, et que ça lui a été un peu préjudiciable un peu à la fin, comme on a pu le voir avec les trucs. C'est pour ça que je ne parle pas trop aussi des périodes. C'est ça, je trouve que souvent aussi que dans les sujets de Tupac, on parle de sa mort, on parle du Quad Studio, on parle du truc avec Biggie, on parle des théories. Pendant longtemps ça a été les théories qu'il avait tué le FBI, certains te disent le truc. Enfin, j'ai dit c'est pas intéressant ça. C'est pas intéressant, c'est pas ça qui fait que on doit s'intéresser aux personnes. C'est ce qu'il a laissé comme eux, ce qu'on peut étudier, en parcours, ce qu'on peut aussi étudier de la vie qu'il a menée, ce que ça dit parfois de la communauté afro-américaine de cette époque-là et de l'époque, parce que il est la représentation un peu, malgré lui, je vais dire le mot, d'un échec un peu la révolution un peu afro-américaine qui a été les Black Panthers. Je veux pas dire échec, mais je veux dire il est l'enfant, il est la réflexion de ça. Quand on voit Tupac, il est la réflexion de ce de truc un peu des Black Panthers, ce que ça a été, et quelque part dans les années 90, en tout cas une certaine partie de sa vie et de sa carrière, il a continué ça. Il a continué ça par sa musique, il a continué ça par son truc, il a continué cet héritage-là quand même. C'est pour ça que le personnage est fascinant, parce que même déjà ses racines sont particulières. Ses racines de là où il vient, des familles, parce que ça, c'est pas seulement sa mère qui était Black Panther, son père Mulatu, sa tante, à sa touche,
voir qu'est-ce qui a chaperonné un peu le personnage qu'on voit là, qui est littéralement pour moi le plus beau personnage de l'histoire du hip-hop, hands down. Moi, dans chaque classement de hip-hop, c'est lui qui doit être numéro 1. Et c'est lui qui se doit toujours être numéro 1. L'histoire est forte, l'histoire est passionnante, et l'histoire est parfois aussi triste et trucs. Parce que j'imagine un peu le mec, s'il avait 50 ans aujourd'hui, je pense qu'on aurait un individu qui serait trois fois oscarisé. Je pense que ce serait un individu qui serait, oui, milliardaire. Il serait milliardaire aujourd'hui. Il serait un philanthrope. Je le verrais faire même peut-être même des comédies musicales. Je le verrais même la forme de s'il devait revenir dans la musique, il ne ferait même plus une forme de musique hip-hop. Il ferait une forme de musique qui est un peu proche de la musique classique, où il ferait du spoken word sur de la musique classique un peu, et qui il ferait tellement de choses. Il ferait tellement de choses à 50 ans. Imaginez un peu la maturité qu'il aurait à 50 ans. Un gars comme ça. À 25 ans déjà, il était très en avance. De 19 à 25 ans, il était très en avance déjà. Imaginez ça à 40 ans, 50 ans. Ouf. Ouf. À 19 ans, quand je vois son truc, je dis, j'étais pas comme ça à 19 ans. Si, truc, mais bon, son destin voulait être raconté comme ça. Je trouve que c'est quelqu'un que vraiment, dans la communauté afro-américaine, il faut qu'on en parle, mais il faut qu'on en parle sur un angle qui n'est pas forcément l'angle que les médias aiment mettre. Parce que, quand tu vois un peu les gros médias en général, c'est toujours un truc. Black TV a essayé un peu de donner un peu de trucs, mais Black TV il est beaucoup plus dans la surenchère un peu de inviter les Bob James, éviter les trucs, éviter les gars de Tétro, éviter les trucs, éviter les périodes, cette période-là. Et je trouve que c'est un peu dommage. Le personnage est plus intéressant. Sa vie est plus intéressante à étudier que la façon dont il est mort et pourquoi il est mort. C'est passionnant, c'est vraiment les trucs des Black Panthers. Et voilà un peu sur les trucs des influences que je voulais dire un peu aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais il y avait quelque chose encore que je voulais balancer sur moi. Parce que souvent après il y a des choses qui me viennent après. Je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. C'est vraiment ça que je voulais dire. Je pense que ce sera le dernier sujet que je ferai sur lui. Il manque de parler des albums Machiavelli et des albums aussi comme Machiavelli et All Eyes on Me. Je ferai pas Strictly for My Niggas parce que quand tu as fait Thug Life Volume 1, Strictly for My Niggas c'est un peu, Thug Life Volume 1 c'est un peu le même thème, mais c'est un peu, ça va un peu dans la suite, donc ça va faire une tautologie de répéter un peu le truc un peu par rapport à ça, mais Machiavelli, c'est très bien de parler de ça. Et de l'impact surtout de Machiavelli. Machiavelli a un super impact, cet album. Je pense que ce sont les trois plus belles albums qu'il ait fait, c'est Machiavelli, Me Against the World qui sont plus belles. Troisième, je mettrais Tupacalypse Now. Pour le reste, là, tout est bien. All Eyes on Me, un peu pour moi, l'album que je trouve, c'est son moins bon de sa discographie. C'est génial. Ne prenez pas. Mais c'est son moins intéressant. C'est son moins intéressant. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.